date du XIIIe siècle et à votre avis, il fait combien de profondeur? Donnez-moi un exemple, combien? Vous voyez, c'était à ça que ça servait que ce soit si profond. Même si c'est vrai que c'est tentant de mettre les ennemis dans le puits, on va pas se mentir. Oh, ok. On a perdu les carreaux. C'est l'oiseau national en Inde. D'accord. Si on fait un feu là, alors il faut bien que ça puisse s'évacuer un petit peu. Par exemple, voilà, dans notre four, quand vous allez cuire du maïs. Comme vous pouvez voir si vous êtes déjà allé chez un pizzaïolo, mais bien alors, on les met où? Là. On les met là, par exemple. Exactement, tout simplement. Ça, c'est le garde-manger. C'est là, hop, où on rangeait un petit escabeau, une petite chaise pour pouvoir monter et regarder. Alors, c'était très malin quand même à l'époque. L'eau, elle s'écoulait par là et elle tombait dans ce trou. Alors, dans certains châteaux, vous avez peut-être déjà vu, il y a ce qu'on appelle des douves tout autour. C'est chouette, on peut voir des belles casseroles, tous les types de casseroles qu'on pouvait avoir à l'époque. On pouvait avoir du gibier. Ça, c'était un petit outil qui nous permettait d'attendrir la viande, comme ça on appuyait sur la. Mais à votre avis, est-ce qu'on mangeait avec des fourchettes, des cuillères? On mangeait avec les doigts, exactement. Ah non, ça c'était un peu difficile, mais on pouvait boire comme ça avec le bol. On pouvait aussi bien faire des choses sur une sorte de lancette pour alimenter le feu, pour pouvoir faire cuire nos aliments. Voilà, pour les gazinières, on a le four, voilà, et on peut mettre les. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est la salle où on se repose. C'est un vrai de vrai? Ouais, c'est un vrai de vrai. Peut-être que c'est un crâne d'un des ennemis de Septem qu'on a mis là. Un grand lit. Donc ce lit, c'est pas un lit du Moyen-Âge, il est un petit peu plus grand. Parce qu'à votre avis, à l'époque, comment on dormait? S'ils dormaient allongés, ils allaient mourir dans la nuit. Voilà, ils avaient des croyances. Vous inquiétez pas, hein, si vous dormez allongés cette nuit, tout va bien, vous n'allez pas mourir. Mais à l'époque, les gens pensaient que voilà, ils allaient mourir dans la nuit. Donc ils dormaient assis. Vous imaginez, ça devait être fatigant de dormir assis. C'était pas terrible. Se transporter. Leur serviteur, il portait. Je vais pas montrer aussi, parce que je vous ai parlé des décors du plafond. Mais ça, vous allez voir, on en trouve un peu partout dans le château. Il y a aussi des décors qui sont un petit peu en trompe-l'œil, en relief. Vous avez vu, là, il y a des sortes de petits triangles et ça fait un peu comme si il y a du raisin. Ça peut être quoi? Oui. C'est quoi? Alors, est-ce que vous les voyez? Peut-être qu'il y a, il y a d'autres animaux tout autour qui peuvent ressembler un petit peu parce qu'ils ont des cornes. Et c'est là très important. Il a grandi avec le roi et donc forcément, quand on grandit avec le roi, on a plein de temps pour aller la voir pour le mettre. Mais sinon, ils ne dormaient pas ensemble. Voilà. Sinon, ça va Peut-être. Qui a été construite par Anne de Saint-Chamond. Et notre chère, il ne faut pas trop s'appuyer sur les côtés parce qu'en fait, regardez, la pierre, elle... C'est lui qui a construit ces salles pour constituer notre banquier. Alors, à votre avis, qui c'est qui était au centre? Le Seigneur. Le Seigneur. Qui c'est qui veut faire notre Seigneur aujourd'hui? Voilà, il y a du monde, Alors, notre Seigneur, vas-y, il va falloir que tu te choisisses une dame. Ta dame, elle sera ici, à ta droite. Alors, qui tu veux comme dame? Elle. Et d'autres choses qu'il faisait dans sa journée. Et si vous voyez ce siège là-bas, je pouvez deviner. On a un grand siège comme ça, et on a ici ce qu'on appelle retourner à votre place. Merci pour ce beau banquet, on peut vous applaudir. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui avait commis un crime ou un délit, il pouvait rendre la justice. Alors, qui c'est qui veut rendre la justice aujourd'hui? C'est à la prochaine salle. Oui, une question? Non, t'as pas de question qui Mais comment je mets l'argent? Comment on met de l'argent? Vous voyez, elle est très belle, elle a une très belle robe, c'est vraiment une femme importante. Avec les rois, en fait, on n'aimait plus les rois et on voulait casser, détruire tout leur château. Mais ce monsieur, il a défendu le château avec d'autres.
c'est pas facile. Alors, ça pouvait servir à quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans? Langocha? Ouais, c'est pour la salade verte. Moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée, je ne savais pas du tout. On met voilà, du plus jeune au plus vieux sur cette table. Et de nouveau, vous voyez, on a des petites tapisseries. Alors, oui, la salade d'armes, alors c'est nickel, je sais pas quelle heure. 3h15, on va aller juste en face. On a le département. Ça tient bien là? T'es bien? En réalité, toutes ces armes, ce sont des reproductions à l'identique. Ça que vous allez voir, toutes ces armes d'Ascla, ce sont les armes qu'utilisaient les paysans pour combattre les plus puissants sur le champ de bataille. Bouclier pour lui faire lâcher. Est-ce que ça vous paraît efficace le fléau? Ouais. Oui, c'est très efficace le fléau. Un outil agricole, comme les armes d'Ast. À l'époque, il y avait un outil agricole qui était composé de 2 bâtons de bois, comme ça, on s'en servait pour battre le blé. Ça, c'est ce qu'on appelle la masse à ailette. Alors, la masse à ailette, ça c'est une anecdote plutôt pour les adultes, on lui donnait un autre nom. On l'appelait également la Morgenstern. En allemand, la Morgenstern, ça veut dire l'étoile du matin. Et tu m'as dit tout à l'heure que ça ressemblait à Marteau. un marteau, c'est vrai. Tous les enfants me disent souvent ça. Et je vais vous dire à quoi ça sert. Pour ça, regardez l'armure qui est juste derrière vous. Le bec de Corbin, il servait à s'immiscer entre les différentes parties de l'armure. L'armure était composée de différentes parties. Vous avez ici le buste, ensuite on rajoutait les bras. C'est une hache très légère, on pouvait s'en servir à 2 mains. Et au quotidien, ils s'en servaient pour couper du bois. Et une fois sur le champ de bataille, même si c'était des haches qui étaient très peu tranchantes, on pouvait s'en servir comme d'une arme contondante. On était obligé de la faire fabriquer par un forgeron. Et celle-ci, c'était la hache du seigneur et de ceux qui travaillaient pour le seigneur. Regardez, vous voyez tous ces détails. Elle est très lourde, elle est faite en métal. Ça, c'est une hache à une main. On est obligé de s'en servir à une main, donc c'est beaucoup plus difficile de s'en servir. C'est tellement utile qu'on peut le retrouver sur d'autres armes. Et cette hache, sa particularité, c'est son pommeau. Est-ce que vous voyez son pommeau? Est-ce que vous voyez son pommeau là? En fait, à l'époque, la plupart du temps, il pouvait se dévisser pour qu'on puisse s'en servir de projectile face à ses adversaires si on n'avait plus rien à envoyer. Et ici, on va avoir un Français. À votre avis, pourquoi on pouvait bien avoir besoin d'un carreau d'arbalète comme ça? Qui peut aller très profond, très fort, exactement. C'est pour percer les armures. Et en dessous de l'armure, on avait quoi? La côte de maille. Des clous qui permettaient de resserrer les mailles de la côte de maille. On essayait de resserrer au maximum ces mailles. Et si on me l'envoie, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Non. Non. Et si j'arrivais à l'enlever, ça faisait des gros dégâts. De 50 kg sur un chevalier. Et qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus petits que nous. Regardez bien celle-ci. Ce casque-là, on l'appelait la salade. C'est ce qu'on appelle la salade française. Comme la salade. C'était la chapelle. Exactement, ça ressemble fortement au chapeau que mettent les pompiers. Et regardez, vous voyez qu'il y a une visière là tout du long du casque. Et bien en fait, les Anglais ils portaient ça. Je vous ai dit c'était des grands archers. Ça vous fait pas penser un petit peu au casque des Romains dans Astérix et Obélix? Oui. Et bien en fait, et ben, les Italiens, leurs armures étaient directement tirées de celles des Romains et leurs casques. C'est pour ça que ça ressemble un petit peu. Celle-ci, c'est l'évolution de la salade. Est-ce qu'elle ressemble à la première salade? Non. Non, elle est bien plus protectrice.
Ici, c'est ce qu'on appelle la salade à vue coupée. Est-ce que vous voyez que la vue était vraiment restreinte à l'intérieur? Vous voyez à quel point c'est fin? Attention, il y avait beaucoup d'amplitude, et puisque le poids était réparti sur nos deux bras, au final, c'était très facile de s'en servir. Les deux. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une épée à une main et demie. On pouvait s'en servir soit à une main, donc elle a été réservée aux fils illégitimes, aux seconds fils, ceux à qui on ne pouvait pas offrir des épées à deux mains, si vous voulez. En fait, les épées à une main et demie, c'était les plus courantes. Que ça, à l'époque du XVe siècle, tout le monde devait en avoir une sur lui. Même les nobles, les prêtres, tout le monde, lorsqu'il sortait, devait sortir avec une dague sur lui pour pouvoir se défendre. Obligé, si on se faisait attaquer par quelqu'un avec la miséricorde, on était obligé d'implorer son pardon et de le supplier, de lui donner toutes les raisons possibles pour qu'il nous laisse en vie. C'est pour ça qu'on l'appelait la miséricorde. Si jamais, pendant notre combat, on avait abîmé l'armure de notre adversaire, ensuite, après, avec cette dague, on pouvait aller directement dans les trous qu'on avait fait dans l'armure et on pouvait directement attaquer les points vitaux. Celle-ci, c'est celle qu'on appelle la dague à couillette. Alors pourquoi on l'appelait la dague à couillette? Pas seulement parce qu'elle a un pommeau assez rigolo, mais parce qu'en fait, c'était les hommes qui la portaient. Les hommes mariés la portaient sur le côté et les hommes seuls la portaient sur le devant pour dire à tout le monde qu'ils étaient libres. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est un petit peu l'ancêtre du canon et du fusil, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un trait de poudre. Pourquoi tu dis si vous voulez? Des clous, tout ce qui nous passait par la main qu'on pouvait bien vouloir jeter à notre ennemi. Ensuite, on prenait une mèche qu'on allumait et il fallait vite le diriger vers notre ennemi parce que sinon, en rechargeant, c'était nous qui sautions. C'était une arme très peu sûre. Il fallait faire très attention à son cerveau. Elle est juste à côté de notre maison, mais comment vous allez la voir? Descendre le bras. En revanche, nous, on va goupiller l'arme. Au bout de cette corde ici, il y a une goupille qui va nous permettre de sécuriser.